celui qui est donc qui s'est développé à Oran et en lieu et place de Sidi Bled, ville nouvelle, donc anciennement village nègre. Je vais revenir plus ou moins sur toutes ces espaces-là, donc qui sont dans le Diwan, très historiques. Et mais avant toute chose, on va faire un petit point étymologique sur le terme de Diwan, parce que bon, très souvent on en parle sans en connaître un petit peu les origines sémantiques. Donc on entend souvent Diwan, bon, somme toute un terme assez banal. Mais ce terme-là est donc d'origine persane et donc introduit ici en Algérie par le biais des Turcs à l'époque ottomane. Et donc ce terme a donné une assise, entre guillemets, à la langue française sous le terme de divan et par extension une posture à la psychanalyse. Donc voilà, c'est tout un programme. Le mot en lui-même, lorsqu'on le mot dans la langue arabe a pris le sens d'office. Et bon, on retrouve l'office des publications, l'office de... Voilà, donc il y a un glissement sémantique par rapport à ce terme-là. Bon, voilà. Ceci dit, j'aimerais juste vous dire une chose qui a motivé un peu ma recherche. C'est cette chose qui est un peu, que j'ai trouvé assez curieuse dans le Diwan et dans les gens qui officient dans le Diwan. Lorsque je me suis intéressé donc, dans cette recherche, parce que le Diwan, c'est quelque chose que je fréquente depuis environ une trentaine d'années. À titre comme ça amateur de ce genre musical et du rituel qui l'accompagne. Mais ce qui m'a beaucoup frappé ces derniers temps, quand je commençais à m'y intéresser d'un point de vue plus scientifique, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les gens issus du Diwan actuel ont quasiment perdu toute mémoire, en tout cas au Oran, je ne sais pas, Riyad parlera de Diwan d'Alger, mais ici à Oran, ils ont quasiment perdu toute mémoire par rapport aux origines même du Diwan. Donc quand j'ai interviewé quelques personnes relativement âgées qui sont à Sidi Bled, c'est des gens qui sont malmines, c'est-à-dire des maîtres musiciens, ou alors des patmines, c'est-à-dire des personnes qui ont la charge du cérémonial et de la soirée qu'organise le Diwan. Donc ces gens-là n'ont pas vraiment, comment dire, une mémoire par rapport aux origines, notamment celles des origines d'esclaves. C'est-à-dire quand on leur parle de ces origines-là, donc qui sont liées à la traite négrière que pratiquaient les Ottomans à l'époque, ils sont un peu perplexes, voire même ils sont un peu choqués par le propos. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, bon, il y a une recherche mémorielle à faire par rapport à ces gens-là qui ont un peu perdu comment dire, lien avec les origines. Et donc, bon, voilà, dans ma recherche,
c'est d'autant plus curieux que quand on assiste à une cérémonie dans le Diwan, tout rappelle les origines. Le Diwan lui-même est une forme, comment dire, c'est un espèce de condensé de mémoire qui est fait un peu de différents éléments qui rappellent justement cette histoire un peu douloureuse de l'esclavage. Et même le rituel en lui-même, on peut dire que c'est quelque chose, c'est des pratiques, c'est des rites un peu qui sont, on en parlera un peu dans le détail tout à l'heure, qui exorcisent cette chose-là. Bon, il y a comme un déni par rapport aux origines, mais on les célèbre lors de la cérémonie pour un peu les expurger, voilà, on n'en parle plus. En gros, voilà un peu ce qui a motivé ma recherche, grosso modo, sur le Diwan d'Oran. Donc, alors, historiquement, j'avais prévu de... Ouais. C'est pas l'alimentation, hein. Ouais. Ouais. Donc, moi j'avais prévu historiquement un peu de vous montrer le site de Mnijlida, comment j'ai retrouvé quelques photos, j'avais fait une espèce de, comment dire, une sélection de photos anciennes qui datent de l'époque coloniale. C'est juste à partir de cette époque-là qu'on retrouve quelques documents visuels sur le Dinajdida, sur le marché de Dinajdida, Sidi Bled. Donc, alors, aussi loin que l'on puisse remonter dans la mémoire de la confrérie de Sidi Bled, bon, aussi loin que l'on puisse remonter, c'est à l'époque ottomane, donc à l'époque de l'Empire ottoman. C'est à cette époque-là où la traite négrière, vraiment, elle battait son plein. Oran, à cette époque-là, et contrairement au Casbah d'Alger et de Constantine, Oran, on le sait, faisait figure de fortification militaire. Donc déjà, Oran était une cité militaire, à l'époque même espagnole. Donc autour de laquelle s'implantaient des populations d'origine berbère et notamment des populations d'origine subsaharienne. Donc les confréries d'alors étaient des regroupements d'esclaves affranchis par le fait de leur islamisation, dont la référence absolue reste bien entendu le premier des affranchis, et néanmoins premier muezzin, muezzin à l'aube de l'islam, Sidi Bled, le Hadashi, donc qui est un abyssinien. C'est donc dans ce contexte que la confrérie de Sidi Bled a vu le jour au lieu dit village nègre, lequel comptait parmi ses habites, ces esclaves, trois grands groupes. On peut citer les habites Fara, ceux d'en haut, il y avait habites de Tata, ceux d'en bas, et bien entendu habites de Tok. C'est les issus, ceux dont est issue la confrérie de Sidi Bled d'aujourd'hui. Donc, c'est donc dans ce contexte que la confrérie de Sidi Bled a vu le jour, au lieu de village. Et donc, cette confrérie, elle a officié, elle a eu cours sur le site de Sidi Bled jusqu'en 1949. Elle officiait au Moussem d'automne qui avait lieu en septembre, en lieu et place de Sidi Bled. Mais suite à des querelles,
donc interne à la confrérie, celle-ci a dû déplacer sur Sidi Moussa, qui se trouve maintenant à Cliston. Donc après quelques années d'inactivité, l'officine elle avait un peu perdu de sa splendeur. Et en 1956, on entreprit la rénovation des lieux sous le haut patronage du Muqaddam Ammar, fils du caïd d'Oran, Lara Mazari. Et donc, Lara Mazari, qui sait, d'après mes recherches, c'était un genre de supplétif de la colonisation, c'était un genre de caïd qui commandait un peu tous les douaoués, et lui-même issu, m'a-t-on dit, des Zmela, de la tribu des Zmela. Donc, alors, depuis une cinquantaine d'années s'est écoulée, de laquelle a subsisté 4 des 7 lieux. C'est ce qu'on appelle, en termes de diwan, le mhallat. Alors, les 7, il y a 4 qui existent encore, hein, des lieux où on officie dans le diwan. Il y a le Mhal Mawsa, le Mhal Ba'amar, il y a le Mhal Swilan, et voilà, donc Mhal Jamaat aussi. Donc ces mhallettes, elles sont un peu dispatchées au gré de l'itinérance du ma'allem et ou de son muqaddam, lesquels, privés des lieux historiques justement de l'officine de Sidi Gled et de son annexe Sidi Khada. Donc voilà, si on n'essaye pas de réanimer ces mhallettes en leur réattribuant leur officine, je pense qu'elles seront vouées à la disparition. Ensuite, les personnes qui viennent de rentrer, c'est voilà, c'est Ould Ba'amar, donc de la Mhalla dont vous parlez, de Mhal Ba'amar, et Amir Tayyib, le Muqaddam Diwan Sidi Gled. Donc c'est parmi les survivants un peu des 4 de ces confréries dont je viens de vous parler. Alors, donc c'est dommage parce que j'avais prévu le date à chaud, mais bon. Je crois que si l'électricité revient, on pourra le faire après. D'accord, ok. Alors, comment maintenant, actuellement, comment on peut voir le diwan ici, en tout cas au Oran. Donc, actuellement, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il se présente comme, dans sa version actuelle, comme un condensé historique, une espèce de réceptacle de couches comme ça, de sédiments qui se sont accumulés à travers l'histoire, depuis l'époque ottomane, donc autour du XVIIe siècle. Et donc, c'est pas évident de défrichir tout ça, parce que c'est vraiment, il y a, comment dire, il y a énormément de choses, il y a une épaisseur historique très importante. Mais bon, pour vous en donner je vais poser quelques jalons par rapport à ça, par rapport à cette histoire-là, en vous parlant un peu des composants du diwan de Sidi Gled. Donc,
dans son acception large, le diwan constitue un ensemble de recueils de plus, m'a-t-on dit, de 500 brages. Donc, qu'est-ce que c'est que les brages? C'est un répertoire comment dire, de chants qui sont eux-mêmes liés à un rituel pour lequel, pour les besoins de et d'invocation, voilà, qui sont liés à un rituel voilà, d'invocation. Alors, le répertoire, mais en fait, le répertoire, il est tellement large que, bon, en général, dans une cérémonie, on n'en utilise que quelques dizaines pour les besoins du rituel qu'on veut mettre en lumière le soir même de la cérémonie. Donc, alors, la composante, je vais vous parler de deux grandes composantes, la composante humaine et la composante spirituelle du diwan. Alors, la composante humaine, c'est-à-dire les gens, ethniquement, quelle est leur origine, d'après mes recherches. Donc, alors, les ethnies qui composent, en tout cas ici pour Oran, parce que pour Alger, ça semble être différent, les ethnies qui composent le diwan, moi j'en ai recensé 4. Il y a donc le Shongai, c'est ethnie Shongai, c'est-à-dire... Hein? Shongai, oui. C'est-à-dire que bon, c'est une ethnie qui faisait partie au XVIe siècle, en 1691, je crois, de l'empire, c'était un empire Shongai, sur laquelle un certain sultan saadien, donc marocain, a fait une razzia de laquelle il a vraiment emmené toute une cohorte d'esclaves vers le royaume du Maroc. La deuxième ethnie, c'est les Foulènes. Et cette ethnie, on la retrouve partagée entre le Mali et le Niger. J'ai eu, personnellement, j'ai pu voir au Mali quelques manifestations de cette ethnie-là. Et enfin, les ressemblances avec le diwan en Algérie est frappante. Et puis, j'aimerais faire un petit topo sur le terme de Foulaine. C'est même rentré dans la langue vernaculaire algérienne. Donc, quand on parle, on dit Flaine et Foulaine ou Felten, etc. Donc, c'est un peu pour désigner quelqu'un de façon indéterminée. Voilà. Donc, ce terme-là, pourquoi indéterminé? Parce que, ben voilà, ce sont des gens un peu sans nom, en quelque sorte. Voilà. Oui, sans nom. Oui. Ensuite, il y a les Bori du Nigeria. Donc, c'est une 1900. Et c'était des occasions. Gagné par vraisemblablement. Bon, là, on est dans un autre niveau. C'est plus, voilà, c'est très chevaleresque. C'est les berbères avec leur cheval, avec leur harnachement, etc. Voilà, donc ils faisaient en gros, enfin, alors, bon, ça c'est. Il n'existe plus malheureusement ce joli bain mort qui se trouve actuellement sur la plage digitale, c'est le bain de l'horloge, voici quelques photos aussi des marchés sur anciennement le marché de Ville Nouvelle.
On voit, voilà, une vue un peu plus aérienne, on voit un petit peu ce marché, tel qu'il était au début. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le site de Mdijida a été, en 1845, a été construit par, sous les ordres du général Lamoricière, en 1845. C'est lui qui a commencé à poser l'urbanisation de cet espace-là, depuis le plateau jusqu'à... alors, ici on voit, c'est aussi toujours le marché, comme je dis là. Actuellement, le marché est couvert. Hein, et peut-être que vous n'arrivez pas à lire, mais c'est ce que vous voyez là, c'est un café mort. C'est les cafés de l'époque. Alors ici, c'est voilà, aussi une carte postale, même, elle date de 1901 et puis elle est même signée par son... c'est toujours le marché. Alors voilà ce que c'était au village nègre, ce qu'on appelait avant, qu'on l'appelle ville nouvelle, c'était le village nègre. On verra pourquoi on l'appelait village nègre. Donc ici, le marché, quand il commençait à prendre plus forme en dur, voilà, quelques images aussi des ruelles. Voilà, ça c'est actuellement l'école Pasteur. Là, c'est ici, c'est l'infirmerie indigène, qu'on appelait l'infirmerie indigène, qui est maintenant le centre Ben Daoud de Mdijida. Là, c'est un peu à l'arrière du centre Ben Daoud. Quelques personnes d'origine marocaine, c'était les porteurs d'eau. Voilà, ça c'est aussi sur le plateau Saint-Michel, en direction vers l'hôpital, etc., pas loin de Mdijida, quand on commençait déjà à poser le train. Et puis bon, ben, comme l'histoire se répète, alors c'est bon. Ouais. Alors ça c'est la Gouba de Sidi El Bachir, qui se trouve vers, ceux qui connaissent un peu Oran, vers le plateau, voilà. Et donc, je vous parlais donc ça c'est les musiciens, donc qui sont ça c'est au niveau c'est les bolis du Nigeria. On n'a pas de trace du mausolée à Sidi Ibrahim. Le groupe est à Sidi Ibrahim. Elle a disparu. Elle était, c'était peut-être après nos amis. Elle existe encore la place à Sidi Ibrahim. Oui, la place elle existe. Donc ici elle existe, mais le groupe non. C'est actuel mosquée. C'est actuel mosquée. La mosquée. Parce que la Sidi Ibrahim, ça fait une dizaine d'années que je reçois. Non, mais elle existait. Oui, elle était. Le mondialisme, je reçois directement. Voilà, ça c'est plutôt des musiciens, ça c'est une carte postale, c'est le Maroc. Voilà, ce que c'était un peu fin 19e, début du 20e, les Gnawa du Maroc, donc, qui ont beaucoup bien changé. Voilà aussi quelques photos, enfin, de personnes d'origine subsaharienne. Là, c'est plutôt une photo avec, c'est un instrument à cordes, c'est le gombri, mais c'est le gombri tunisien. C'est-à-dire après, je vous expliquerai rapidement les différentes tendances entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye. Voilà, ça c'est aussi des musiciens marocains. Voilà, avec un instrument, donc avec un instrument à cordes
typiquement marocain, hein, celui-là, qui est différent du gombré algérien. Voilà un peu ce que c'était les instruments à cordes à l'origine dans les pays subsahariens. Voilà, donc, ça c'est le modèle tunisien. C'est pratiquement un tambour avec un manche, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le gombré, c'est une basse, mais c'est en même temps une percussion. Selon le rythme qu'on va jouer, voilà, elle peut faire office d'instrument à cordes ou alors de percussion. Bon, il y avait bien entendu le football avec et ce qu'on appelle les kataraqib, c'est les crotales, hein, avec lesquels on joue au rythme du gombré. Voilà un petit peu l'instrumentation voilà ce que ça devient dans sa forme moderne actuellement. On fait des gombrés avec des mécaniques très modernes, assez stylisées par rapport aux origines. Bon, voilà, grosso modo. Donc, on revient un petit peu alors, pour ce qui est de la composante spirituelle du diwan. Donc, souvent on a fait à tort dans le diwan un distinguo entre le sacré et le profane, alors que ces deux aspects n'en font qu'un dans le rituel. Quand on assiste au rituel, tout est brassé, tout est mélangé. Alors, bien sûr, tout dépend de quel point de vue on se place. Bon, mais pour dépasser un peu cette vision assez manichéenne, et si l'on veut faire court, voilà, le cérémonial consiste à évoquer Dieu et ses prophètes tout en invoquant les esprits maléfiques, c'est-à-dire les mlouks. Alors, le cérémonial du diwan est codifié en rituels minutieux qui n'admettent aucun écart de quelque ordre que ce soit. C'est la condition sine qua non à sa transmission et par là même à sa pérennité. Alors, l'aspect sacral dans le diwan n'est pas si négligeable, on veut bien le dire. Il est une mixture entre les pratiques religieuses originelles des religions que les ethnies, ces populations subsahariennes ont charriées avec eux dans leur exil, et ces pratiques religieuses, on les connaît sous le terme de vaudou, mais vaudou pas au sens, comment dire, pas au sens vulgaire du terme, mais vaudou au sens religieux du terme, parce que bon, le vaudou, ça reste quand même, c'est une religion. Donc, voilà, ça fait un mix c'est une mixture entre la religion d'origine et leur islamisation qui a été faite, condition à leur affranchissement. Alors, dans le rituel consiste à exorciser ces mauvais esprits en invoquant les bons génies, afin d'expurger les âmes en peine, les psychés malades. Alors, ce cérémonial nocturne de la lila commence par la Dedra, une sorte de procession diurne où l'on balade le taureau sacrificiel noir, harnaché aux couleurs de la confrérie, la mhalla, afin d'inviter les convives à se joindre à la cérémonie et par là même faire appel à leur générosité. Le sacrifice du taureau est un des points d'ordre de la Dedra, car il autorise l'ouverture de la cérémonie. À défaut de taureau, on peut sacrifier une brebis, un cabri, voire même une poule. Le plus important, c'est que le sang coule. Dans ce geste presque anodin,
car ancré dans une tradition musulmane du sacrifice, se rejouent des rites vaudous de la magie noire, telle la voyance, qui incombe aux femmes, donc qu'on appelle les chouafas, car celle-là est... Cette voyance-là, elle est en amont de la cérémonie et préside au bon déroulement du rituel dans l'envers du décor que sont en général les cuisines. Alors, tout commence à la tombée de la nuit par la purification de l'espace dédié à la cérémonie où va officier le ma'alem, un maître musicien donc qui possède la maîtrise de l'ensemble des barrages dont on parlait tout à l'heure sur le gombelé. Cet instrument à 3 cordes, des cordes faites en boyaux de chèvre, il y a 2 rés, un grave, un aigu et un sol, qui est une note d'appoint, aux sonorités basses assez envoûtantes. Et qui, en fonction du rythme, je vous le disais tout à l'heure, peut se transformer en percussion. Soit le gombelé est pincé, ou alors il est pincé frappé. Donc ça devient, par là même, ça devient une percussion. Alors, la purification consiste à encenser les lieux, les instruments, les habits, les personnes, afin d'en chasser les mauvais esprits. Et dès cet instant-là, il ne sera permis de fouler le sol de l'espace cérémonial que déchaussé. Et le muqaddam, officiant, veillera scrupuleusement à cette règle. Et sur ce coup-là, les femmes ne sont pas en reste. Elles ont ce qu'on appelle la harifa, qui officie pendant le cérémonial, qui officie auprès des femmes qui entrent en transe dans leur danse, la danse de possession. On décrit comme étant un état de conscience modifié. Alors l'espace cérémonial devient pour la jante féminine un défouloir inespéré où les femmes de tout âge s'abandonnent dans un relâchement total. Et là, nous sommes manifestement dans une espèce de thérapie de groupe. Voilà, donc on peut regarder là, pour reprendre un petit peu quelques images pour terminer, parce que je crois que j'ai fait long, je crois que j'ai fait long. On peut regarder pour terminer là-dessus quelques images de celle-là, donc celle qui a fait l'objet de la fiche. Et pour retracer un peu les gens actuels du diwan. Alors voilà, nous avons ça, c'est au Nigeria, actuellement. Et là, c'est les personnes qui sont présentes là ici. Sans oublier le Parlement, bien sûr. Qui sont là et donc qui vont officier ce soir à l'Institut français à l'issue du concert de Hassan Becharia qui commencera à 18h jusqu'à 17h30 et derrière lequel nous on va reprendre dès 20h jusqu'à 22h30, 23h et vous allez à ce moment-là avoir une idée vraiment du rituel du diwan de Sidi Bel. Voilà, et puis je pense que je vais arrêter. Ça fait ouais, voilà. Donc merci de votre attention. Salam alaikum. Je remercie le Sénat pour cette invitation, cette participation, cette journée d'études. Donc il y a au terme de diwan de Sidi Bel, confrérie religieuse et pratique religieuse. De ma part, je vais essayer de ne pas reprendre ce qui a été déjà dit, donc
par le biais de notre collègue Si Mohamed. Ce qui m'a... je voudrais juste peut-être rebondir sur son introduction, où il avait parlé de Mhallat et justement des confréries. Je ne sais pas plus exactement sur le tas, comment elles ont évolué, mais concernant Alger, lui il a parlé de Mhalla Fouqaniya, Mhalla Tahtaniya, etc. Pour le cas d'Alger, et cela a été, comment dire, confirmé non seulement par des études anciennes, mais aussi par le fait que dans la tradition de ces Noirs ou des anciens esclaves qui ont fait aussi l'objet c'est-à-dire ils ont travaillé avec quand même un certain nombre de Français qui étaient là. C'est-à-dire que les Mhallat à Alger, il me semble qu'elles étaient les plus dominantes, je veux dire, sur le plan territoire national. Autrement dit, les Mhallat d'Alger, c'était les plus représentatifs en matière d'esprit communautaire par rapport à ce qui se passait soit à l'ouest ou là à l'est de l'Algérie. Je m'explique. Les Mhallat à Alger, comme vous le voyez sur la carte, elles étaient d'abord au nombre de 7. Dar Bambara, Dar Bosso, Dar Gourma, Dar Katsena, Dar Sangay, Dar Hausa. Et donc, ce sont des Mhallat ou des confréries qui, c'est-à-dire, elles représentent les tribus ou l'ethnie d'origine, d'où ces gens sont venus. Et donc, en matière de rapport à l'histoire, ce sont des lieux qui, en fait, déjà retracent les itinéraires ou les origines de ces populations affranchies ou qui étaient en fuite aussi par rapport à ce qui se passait dans leur terroir d'origine et aussi dans les parcours. En fait, tout à l'heure, notre ami avait souligné un mot que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait étudier le diwan de Sidi Bled, c'est faire face aussi à toute une... comment dire, c'est des sédiments d'histoire, des stratifications qui sont quand même très difficiles à gérer, à compléter et à étudier de façon systématique et scientifique. Moi, au départ, je pensais, pour répondre à l'invitation de mon ami Robert, je pensais, parce qu'au départ, il m'avait parlé de cérémonies de Sidi Bled qui allaient avoir lieu. Et donc, moi, je me suis préparé à faire une intervention pour des gens qui connaissent déjà le diwan de l'intérieur, mais qui ont besoin d'outils pour essayer de travailler sur cette mémoire. Du coup, je me retrouve en face d'un public, Allah Ibarak d'abord, Allah Ibarak, mais aussi, je veux dire,
pas nécessairement de la pratique. Mais ça intéresse. Non, mais c'est-à-dire que par rapport à moi, moi je pensais que mon apport serait plus bénéfique par rapport à cette population qui fabrique, qui consomme, qui produisent justement ces rituels, mais qui n'a pas les outils pour pouvoir donner le sens. Et donc, d'où l'intitulé donc de la quête du sens. En fait, il faut faire comme. oui, c'est que pour moi, il y a au niveau de cette mémoire collective, de nous les héritiers de ces anciens esclaves, il y a des problèmes vraiment de très grands problèmes en matière d'histoire, en matière de recoupement avec la mémoire, avec l'oral, avec les rituels, avec la gestuelle, avec les textes chantés, avec les couleurs. En fait, c'est pour ça l'étude du Diwan, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas... Elle reste à parfaire. Absolument, absolument. Il ne faut pas la juger du premier... Pas académique. Et donc, voilà donc les grands questionnements, les grandes questions en fait que j'ai essayé de développer vont prendre déjà le point de départ à partir de ces rituels, puisque mon ami a déjà parlé de cette épaisseur historique, de la partie douloureuse de ces traites qui n'ont pas commencé uniquement de la période turque, et je crois que bien avant, les Arabes ont été très impliqués de plus près. Et le processus de l'islamisation, il n'a pas pris corps justement à la période turque, mais aussi il est très lointain dans l'histoire justement du rapport à cette partie du continent. Bien sûr, tout cela, on va essayer de le voir, puisque sur le plan des rituels, il y a justement des bribes et des petits éléments qui sont, que ce soit dans la couleur, dans la parole, dans le geste, dans le corps, comment il est envahi justement par cette parole. Alors, dans mon exposé, moi j'ai essayé de travailler sur le fait de passer de cette mémoire du verbe dans laquelle les mythes ou les génies actuellement invoqués dans les rituels de Diwan ont une histoire. Et donc, par rapport à mon travail, j'ai essayé de comprendre et vous montrer par la même occasion comment on est passé donc du verbe où les divinités Hadoma ou les génies, que ce soit Djangari Mama, Sayo Sayo, Djalaye, Sergo, Mgzawa, etc., tous ces esprits-là qui avaient, j'imagine, qui avaient leur place et leur ampleur dans le verbe et dans la façon de s'exprimer à travers les griots, les grands maîtres de la parole et les grands maîtres du verbe. Donc, ils sont passés dans un autre contexte qui est donc le maghrébin, l'algérien, à Alger. Comment ils sont donc devenus, non pas des verbes qui font vivre justement cette histoire, mais c'est les corps, c'est les gestes, c'est les rituels, enfin,
qui vont parler justement de ces généalogies, ce que j'ai appelé des généalogies de ces esprits, de comment les rapports sont tissés entre ces génies, avec lesquels on en a formé justement le répertoire, le braj, le triq de façon générale, concernant l'Algérie de façon générale. Notre intérêt porte donc sur ce passage de culture du verbe où les divinités vivaient pleinement des mythes qui leur donnaient corps et donc qui vivaient dans la parole, à une culture de gestes dans laquelle les rites de possession et les manœuvres symboliques encadrent les contextes socio-historiques antérieurs des œuvres qui défilent durant le déroulement de Sidi Bled. Dans la tradition, c'est dans le rapport de la transe et de la mhella que s'inscrit ce travail et par lequel sont formulés les liens symboliques à l'ancêtre Sidi Bled et où sont exprimées les généalogies des divinités sous forme de récits mythiques, noirs ou blancs, musulmans ou mécréants, immoral ou royal. Dans la tradition orale des Noirs, étudiée par l'auteur la première fois, l'auteur des Fontaines des Génies, croyante soudanaise à Alger, 1903, il est signalé qu'à la Casbah, il y avait 7 maisons, subdivisées en 2 groupes. Chacune de ces maisons représentait un pays d'origine. Donc, comme je disais, à l'est, c'est Hausa, Borno, Katsina, à l'ouest, Bambara, Sangay, Bosso et Gourma. Alors, ces mhellettes, elles sont représentées très largement à travers l'ensemble du territoire. Mais les mhellettes de Sidi Bled à Alger sont les principales, en correspondance avec Blida dans la période de l'après-guerre. Je ne vais pas parler de la partie ouest algérienne, puisque notre ami en a fait quand même nous a donné un regard. Pour la partie aussi sud et l'est, donc tout ce qui dépend du département constantinois. Donc là, j'ai essayé de représenter les mhellettes de Sidi Bled par l'élément symbolique de cette confrérie qui est le taureau noir, décoré donc avec un djlel brodé, orné de cori blanche, avec la forme donc de Nujma ou l'Hlal. Et pour montrer donc le drapeau ici signifie que donc à Alger c'était les ethnies, ce que j'ai appelé les mhellettes ethniques, par rapport à l'est et à l'ouest où ces mhellettes sont des regroupements de personnes, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes origines. C'est-à-dire que si à Alger on a des groupes Bambara, mais qui étaient vraiment, l'ensemble était constitué d'éléments de gens de Bambara qui venaient de Bambara, ou de Hausa, ou de Gourma. Mais ici, par exemple, dans la deuxième carte, les gens ne sont pas nécessairement de la même ethnie. La deuxième idée, c'est de montrer aussi cette répartition de ces confréries à travers le territoire. Donc, on voit que ça, c'est à la date entre 54 et 64. Et après, donc de 64 à 2009, ça c'est un travail que j'ai essayé d'élaborer
sur la base de documents historiques et ethnographiques, mais aussi sur la base de travail empirique et duquel il ressort donc la dominance de la continuité de la célébration dans la partie ouest, contrairement à la partie est, où il y a beaucoup de confréries, beaucoup de célébrations qui ont disparu, où il ne reste que dans la wilaya de... Donc il y a Constantine, Annaba, Betna également. À Alger, la dite Ouada, c'est-à-dire, voilà, notre ami tout à l'heure, il a parlé de confrérie, mais il n'a pas, je crois qu'il a fait un peu la distinction entre les célébrations qui sont devenues, à cette date-là précisément, les célébrations qui sont devenues d'ordre privé, et les wadettes qui étaient ouvertes à tout le monde. Et les wadettes, c'est-à-dire la cérémonie annuelle. Et c'était l'élément le plus frappant par rapport à cette population noire. C'est-à-dire qu'en fait, le taureau ne représente pas les cérémonies, j'allais dire les séances thérapeutiques qui sont actuellement en cours. Mais le taureau il représentait plus le communautaire. C'est-à-dire, moi j'avais préféré jouer sur la carte en introduisant l'élément de taureau, de bouc, justement pour montrer ces variations, le fonctionnement des rituels et qui ont engendré justement cette disparition côté est et la continuité le côté ouest avec le maintien, j'allais dire, le maintien aussi vers la partie sud-est et vers le centre, le maintien de la célébration d'une autre forme de diwan, mais qu'on nomme Boussaïdia ou la Wadet Baba Merzouk. Baba Merzouk, c'est aussi, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que Baba Merzouk ici, c'est juste un modèle miniaturisé du modèle de Sidi Bled, puisque Baba Merzouk aussi était un esclave de Sidi Bouali Nafti, le fondateur de la ville de Nafta dans le Djib tunisien. Donc le taureau sur la carte, il a été donc repris de ce schéma, donc surtout par rapport au gilet, donc le manteau qui recouvre le dos de l'animal à la veille du sacrifice. Je vous épargnerai toute la description donc, de la promenade du taureau dans les ruelles, dans les villes, dans les marchés, etc. C'est juste pour gagner du temps, mais aussi, je suis sûr que vous avez déjà vécu ces moments, alors que l'essentiel de cette procession est tout d'abord d'annoncer l'avènement du cérémonial, mais aussi faire le ramassage, collecter quelques dons pour justement le fonctionnement de la célébration. Actuellement, le taureau n'existe plus au sein des rituels collectifs des Ousfans. On y trouve par contre dans leurs réunions et soirées thérapeutiques de nombreux boucs et coqs qui correspondent aux séances diagnostiques qui commencent par, là je parle du département constantinois, qui commence par le bain des femmes dans les locaux réservés à cet effet dans la piscine de Sidi Msid, accompagné de sacrifices de coqs noirs et les pèlerinages à Sidi Vrab
où de la viande crue est jetée au vautour. Donc, à l'est, c'est donc la partie qu'on en a vue, donc la couleur jaune et marron sur la carte, représente ou exprime justement les nouveaux recouvrements et les nouvelles transformations internes des célébrations actuelles et qui permettent d'appréhender le volume des rituels privés et la répétitivité fréquente de ces séances thérapeutiques. Mais que veut dire le mhalla dans le cas de ces confrères? Dans le langage des Osman, de ceux d'Alger et de ceux qui sont à l'ouest, la mhalla n'a pas un seul sens. En Oranie, le mhalla de Sidi Blel est un noyau entouré de tout un village noir, dont l'existence est plus ancienne que les mosquées et les écoles coraniques qui sont venues se greffer à elle. Je cite le cas de Diabète. Le mhalla de Sidi Blel était construit dans la partie haute de la ville, au centre du quartier nommé Grève, dont le sens est lié à la qualité désavantageuse des habitations et considéré par les habitants de la partie basse de la ville comme village nègre. Tandis qu'à Alger, après la disparition des maisons ethniques, le mhalla désigne directement cet ensemble d'objets de rituels conservés dans un coffre ou dans une grande tbéra en vannerie recouverte d'un drap. Elle n'appartient plus à un collectif, comme c'est le cas en Oranie, puisque le mhalla, actuellement, elle est donc présentée dans un grand coffre en bois ou métallique. Inversement, par exemple, c'est un détail. Bon, c'est par rapport à la tbéra qui, donc, pour montrer, à chaque fois, il y a perte. Il y a perte. On parlait de grandes mhalla collectifs et ethniques. On est passé à une mhalla privée, donc de maison ou de famille. Et même au niveau de la présentation, il y a à voir. Donc le mhalla désigne directement cet objet symbole de rituel conservé dans un coffre. Donc tous les cas de figure, transférés ou sur place, ces mhallas sont accompagnés de rituels occasionnels à l'intérieur des appartements pour les maintenir en vie. À cette fin, les propriétaires de mhalla entreprennent en général des solutions qui les prémunissent et protègent leurs enfants de toute attaque du monde surnaturel. Le choix à ce moment-là varie suivant les identités des forces invisibles retenues dans les mhalla. On privilégie souvent le sacrifice de 2 coqs à l'usage des encens, des bougies allumées ou du henné. Une tbéra, donc une tbéra, en empruntant le terme au Gnawa du Maroc, un sindouk, qui est donc notre vocable, qui signifie un grand coffre en bois chez les villes d'Algérie, peut suffire en raison de la contenance liée au monde invisible pour servir de référent, autour duquel une activité religieuse s'enclenche qui permet de transcender le réel et voyager dans un monde démesuré, dont l'accès est assuré par des portes ascenseurs que chaque objet symbole que contient le mhalla, que contient le sindouk, ouvre le chemin. En effet, le mhalla est cet ensemble religieux nécessaire au rituel dont les éléments constitutifs servent à emporter le groupe dans une temporalité autre. Elle représente une famille de djinns et par conséquent, le nom qu'elle porte est celui du roi des djinns, celui de l'origine ethnique. On peut penser donc qu'il n'y a pas de maison sacrée propre au culte de Sidi Blel. La seule sacralité de ces lieux provient de l'ensemble des objets techniques nécessaires au rite, c'est-à-dire ce qu'on appelle, par exemple à Alger, le douzaine l'osfa, une expression qui signifie plusieurs objets symboles entreposés
à l'intérieur d'une Koumania. Le Koumania, il faut le signaler, c'est-à-dire que dans le Mhalla, par rapport, là je reviens un peu l'architecture interne de le Mhalla ethnique. Le Koumania, c'est une salle qui est donc un peu à l'écart, où on prend les malades atteints par un esprit ou un autre, donc qui sont possédés, qui sortent d'une expérience. Donc on les place dans cette salle, justement pour voir s'il y a nécessité de reproduire plusieurs... c'est-à-dire c'est là où on s'effectue le diagnostic pour pouvoir déterminer quelle est la nature de cette maladie. Entre parenthèses, pas la maladie physique ou organique, mais la maladie culturelle. Voilà. Donc voilà la disposition d'un diwan. Là c'est Tbera, donc avec des boîtes d'encens, différentes boîtes d'encens, correspondant chacune à un esprit, à une famille d'esprits. Là c'est donc toujours les boîtes d'encens, mais à l'intérieur de Mhalla, les boîtes là en noir sont des boîtes d'encens pour la catégorie de djinn Sraga. C'est le Boubellaïdi, ça, ce sont les différentes capes et qui fonctionnent, bien sûr, chacune d'elles ici fonctionne avec la même boîte d'encens. Et donc, il y a correspondance. Il y a correspondance entre couleurs, l'encens qu'il faut et, bien sûr, la musique, le chant et la danse technique qu'il faut. Ici, ce sont des paires de couteaux avec lesquels les danseurs possédés par Djangari Mama ou la Moulay Ibrahima, qui font partie du signe ou la légende des abattoirs, donc qui sont en relation avec le sang, la couleur rouge. Donc là, on passe à la catégorie de djinns marins, le Bahriya. Et là, je voudrais justement faire ouvrir une parenthèse pour dire que, voilà, donc le Bahriya, donc ils sont représentés avec un grand plateau donc en aluminium, avec des bâtons pour ramer. Là, le danseur, il va donc se mouiller, donc jeter de l'eau sur lui-même. Pourquoi cette image? Replacer ces rituels liés à l'eau dans le contexte socio-historique et voir quels étaient les outils, parmi tant d'autres, employés dans le diwan pour servir de cahier journal, regroupant les grands événements de l'histoire africaine à laquelle ils appartiennent. Il a fallu recourir au Borj chantant Moussa Bahri. Djalaye, Moussa Bahri et Djalaye. Et toute la famille de ce même génie appelé Bahriya. Ceci nous a permis de se rendre compte que la traduction arabe de Bahri dépasse de loin le sens professionnel qu'assure un matelot. Le mot Bahri, dans la langue arabe, renvoie plus au navigateur passionné, à la découverte, à la manière de Sindibad le marin, des mille et une nuits. Et donc, il s'applique à celui qui consacre toute sa vie à sillonner les océans, à motiver, à reprendre à chaque fois la mer. Par oubli, les Noirs semblent avoir perdu toute trace
des exploits du grand navigateur, roi navigateur, explorateur Bakari II, neveu de Sundiata Keita, qui serait mort en 1255. Il serait même difficile de ne pas admettre que le Burj invoquant Moussa al-Bahri ne serait pas construit à partir des défis qu'aurait fait son petit-fils Monza Moussa, d'où lequel Moussa al-Bahri, mort en 1337, qui régna sur l'empire du Mali, et donc voici le portrait sur la carte. C'est sous son règne que l'empire du Mali atteint son apogée. En 1324, il effectue un pèlerinage à la Mecque accompagné de milliers de serviteurs et d'esclaves. Il aurait emporté tellement d'or, dans certaines sources environ 10 tonnes, que le cours des métals précieux aurait baissé pendant plusieurs années. Selon Ili Kiambogolo, Mansa Moussa aurait vendu la plupart de ses esclaves, 8700 à 14 000, en Égypte et en Arabie. Au cœur de cette catégorie de génie bleu, que l'on garde aussi en raison de son contenu religieux activement entretenu, on mentionne aussi le grand Ali Manishawara, qui représentait comme second pôle dans cette société. L'adepte qui se sent envahi par cette force invisible recevra du Muqaddam une épée, dont l'usage rituel de cette arme est directement lié à l'histoire de Sayyidina Ali, le gendre du prophète alayhi salatu wassalam. Chaque mhalla en possède un modèle différent de cet objet coupant. Cette image aussi a peut-être une spécificité, c'est que les aspects extérieurs de la lame symbole n'ont aucune relation avec ceux représentés sur le sabre de Ali, Sayyidina Ali, appelé Dul-Fiqar, conservé actuellement au musée de la Turquie. Mais en voyant les exploits de cette arme, le prophète aurait dit « Il n'y a pas de sabre comme Dul-Fiqar, il n'y a pas de héros comme Ali ». Pourquoi on a choisi de travailler sur l'épée de Ali Manishawara, et pourquoi la mémoire collective de ces anciens esclaves a attribué les vertus de cette arme à Sidna Ali, et pourquoi elle n'est pas restée dans mon esprit, elle n'est pas restée dans son contexte africain. Alors, il m'a semblé que, en procédant par un schéma de conversion, c'est-à-dire montrer les aspects positifs dans le diwan, pour se positionner justement dans la logique de la pure tradition islamique, c'est-à-dire que le diwan appartient donc à cette tradition islamique, il appartient au soufisme, etc. etc. C'est le beau tableau et la belle image de cette confrérie. Or, de l'intérieur, il me semble qu'on pourrait trouver des images ou des histoires qui ont fait que justement l'histoire africaine, elle n'est pas que beauté, elle est aussi tuerie, massacre, j'allais dire, tyrannie, enfin des choses atroces que l'histoire ou que l'homme, soit il refoule consciemment et inconsciemment. Donc là, c'est pour montrer l'usage dans le diwan. Et je reviens à Soni Ali Bel, qui était donc un roi de Shanghai au XVe siècle, et qui était le grand tueur de cette époque, parce que justement, il a brûlé des bibliothèques, il a tué des savants, les ulama qui transmettaient la science, justement, les sciences de tout genre, dans cette partie du Mali, du Shanghai. Et ce personnage, en fait, il me semble, il a fait tellement d'atrocités
on a voulu, puisque déjà on avait déjà une population qui représentait cette ethnie, puisqu'on a les Songhai. Donc les Songhai, comment dire, ils ont essayé de positiver leur image en se référant à Sidna Ali, le gendre du prophète, et en occultant l'histoire de Sonni Ali Ben. Je termine avec les slagas, donc les boîtes dont sont noires, les capes pour les représenter. Voilà une cérémonie de Diwan où l'on est donc dans la partie des gens de la forêt, comme on les appelle, Nasl Raba. Ça c'est l'expression marocaine. Je ne maîtrise pas la signification, mais par contre, dans notre tradition à l'algérienne, on dit Khlaoui. C'est une scène de chasse. Là, c'est aussi un borj dédié à Abdallah. Le génie s'appelle Abdallah. En fait, mais bon, moi je suis. Voilà la complexité dans ce travail, c'est de passer de la croyance, donc le génie Abdallah ou là, le génie Sergou ou là, le génie, et essayer de le faire parler. Et donc, voilà une partie donc, de cette. Parce que là, je fais aussi une sorte de recoupement avec cette reine. Parce que aussi, dans la mémoire collective des Noirs ou de Osman algérien, on dit que aussi le Abdallah ici, qui fut un sepsi, une pipe, et aussi c'est une réincarnation donc, du roi Abdallah. On ne sait pas quelle est donc son histoire globale, mais c'est juste pour montrer avec cette reine du XVIIe siècle, la reine Ndateyala, dernière souveraine du Wallo, fumant une pipe. Je passe rapidement, ça c'est les Megzawa. Dans la tradition des Osman, c'est les plus redoutés. D'ailleurs, ils sont joués, donc ils sont représentés dans la journée et pour justement clôturer le cérémonial de Diwan Sidi Ben. Voilà, je vous remercie. Bien. Bon, moi, je ne suis pas du tout spécialiste. On m'avait demandé il y a un mois, on m'avait demandé de participer à une journée. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement travaillé sur ce sujet. Mais bon, mais comme je travaille beaucoup sur la musique et les musiciens, donc ça a été une occasion pour moi d'aller voir un peu ce qui touche aux musiciens noirs. Pas nécessairement le diwan, mais les musiciens noirs. Et puis, c'est plus des pistes de recherche sur qui étaient les musiciens noirs en Algérie et jusqu'où on peut remonter, qu'est-ce que nous savons d'eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. C'est un peu mon interrogation, c'était plutôt cela. Et bon, et je suis parti d'un constat, c'est pour ça que j'ai parlé d'image, mais en fait je vais parler un peu d'autre chose, un peu plus que d'image, je vais parler d'autre chose aussi. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que nous avons comme image de ces musiciens. Bon, il y en a, certaines ont été montrées tout à l'heure, et donc c'est en regardant ces images qu'on trouve un peu sur le net, et puis qu'on trouve dans un certain nombre d'ouvrages, que j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est-à-dire, je me suis interrogé en me disant pourquoi on a ces représentations-là et est-ce qu'elles suffisent à faire comprendre l'univers des musiciens noirs? Est-ce que c'est ça?
Donc mon interrogation était là. Et puis à l'époque coloniale, parce que nous avons, malheureusement, heureusement, nous avons que ces représentations. Donc celle que vous voyez là, bon, elle est mal faite parce qu'elle est prise de... C'est l'une des premières gravures que nous avons. Elle date de 1839. C'est l'expédition des portes de fer, donc c'est de l'Orléans. Donc il y a eu des gravures, donc il n'y a pas que ces musiciens, mais il y a eu des gravures sur beaucoup de choses qui ont été vues lors de cette expédition. Donc c'est à peu près, on peut dire que c'est les premières représentations iconographiques que nous avons, et donc ça c'est les musiciens noirs si je me souviens bien, d'Alger. Et après il y a ceux d'Oran, etc. Donc on a c'est les deux représentations. Donc alors c'est plus, il faudrait moi je voudrais vous faire plutôt voir un peu donc entre ces représentations, qui à mon sens sont peut-être les plus intéressantes parce que c'est elles qui montrent réellement ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il y avait comme... Bon, il y a les musiciens morts, etc. Donc on fait une distinction, déjà il y a une distinction qui est en fait une distinction de nature, qui est faite entre musiciens noirs et musiciens morts. Et on trouvera dans toute l'iconographie coloniale cette distinction. Autant les musiciens morts ou folkloriques, donc on fera toujours cette distinction entre tout folklore, donc on trouve, on entendra des gens qui la musique arabe, la blues, tout ce que vous voulez, mais on fera toujours cette distinction entre musiciens et musiciens noirs. Mais les musiciens noirs, en dehors de cette... voilà. Ici, nous avons une autre représentation à Alger. Donc la première, c'est Alger. Deux musiciens noirs. Bon, c'est vrai que là... Donc c'est des photos de groupe. Donc des photos... On va voir, je vais ensuite vous citer un peu quelques observations ou quelques descriptions de ces musiciens noirs à l'époque turque. Et on va voir qu'il y a... Donc ce sont des photos de groupe, des photos d'extérieur. Donc si vous voulez, moi on peut faire une distinction sur les musiciens noirs. On verra soit ce sont des musiques de confrérie, c'est ce qu'on discute depuis ce matin, mais c'est celle-là où on a très peu d'images. Donc on n'a pas, paradoxalement, le diwan n'est pas représenté. Donc on a beau chercher des représentations du diwan, on le voit très peu. On a des musiques de procession. Par contre, on a une sur le Deldebar. Donc ça, alors par contre, c'est ça que nous allons retrouver. Donc ce que j'appelle moi les musiques de procession. Nous allons avoir les musiciens ambulants. En fait, c'est ça qui va constituer, je dirais, le stéréotype du musicien noir. C'est celui, donc, avec le gombel. Mais en fait, qui correspond à rien dans la réalité, je dirais, qui correspond à l'aspect et qui va devenir quasiment, voilà, c'est cette image-là. Alors ça, c'est ces images. Alors, je vais les commenter parce qu'elles vont nous permettre de voir. Ici, vous avez la fameuse carte postale qui a été montrée. Ici, vous avez ça c'est un biskra. Ça c'est une photo ethnographique, hein, puisque vous avez, elle existe au cabinet des estampes à la BNF. Ça et ça c'est un musicien masqué. Alors, un autre élément, c'est les musiques de carnaval, les musiques noires de carnaval, donc qui sont liées plutôt à des pratiques, un type, je dirais, beaucoup plus liées à des rituels, mais d'ordre anthropologique avec le fameux tambour, et qui vont constituer une tradition ce qu'on appellera le musicien ambulant, le Baba Salem, Stambali, etc. Donc ce sont des musiciens individuels. Et c'est ça qui va faire l'essentiel de la représentation à l'époque coloniale. C'est-à-dire que nous allons voir, et qui sont des musiciens en fait,
musiciens de rue. C'est un document, c'est le document de Demergen de 1951, c'est un article, c'est une étude de Demergen, c'est l'enquête qu'il avait faite à Périgueux. Et l'enquête, c'est là où il va, c'est la description qu'il fait du rituel à Périgueux. Et nous avons, c'est un document que j'ai retrouvé aux archives. Hein? Ah, c'est pas jamais eu? C'est sûr que là, non. Il est dans son livre d'ailleurs. Il est dans son livre. Non, il reprend. Le cul dessin. Non, mais il le reprend, c'est pas exactement, j'ai vérifié. Là, j'ai vérifié. Dans le cul dessin, il reprend une partie. Il reprend les informations. Oui, j'ai fait la vérification. J'ai vu, non. Dans le cul dessin, il reprend. Ça, il a fait d'une manière un peu, disons, un peu journalistique. Le cul dessin, c'est plus. Et puis là, beaucoup réduit. Mais là, c'est une. Ce qui est intéressant, c'est quand même en 51, donc c'est un article qui est intéressant à voir, pour comparer entre la pratique. Parce que moi, je l'ai fait il y a quelques années avec une de mes étudiants qui travaille, qui est de Périgueux. Je lui avais demandé de filmer, malheureusement, je n'ai pas ramené le document, ça aurait été intéressant, de filmer un peu le diwan, évidemment. Parce que ce qui me semble intéressant dans la représentation iconographique ou filmée, c'est de voir la variation. Plutôt que. Alors, parce que moi, ce qui me paraît, ce que disait Salim tout à l'heure est intéressant, il ne faut pas rester dans ce qui est le même. C'est de voir qu'est-ce qui a changé. Et c'est dans le changement qu'on va voir, au fond, qu'est-ce qui est l'élément, le noyau qui ne va pas bouger, et qu'est-ce qui va varier. C'est-à-dire, le noyau est intéressant, parce qu'on va voir qu'est-ce qui, en fait, reste toujours l'ADN, on va dire. Mais la variation est intéressante pour savoir comment les modalités d'adaptation aussi. Parce que c'est aussi une vision un peu, je dirais, essentialiste de croire que les gens sont restés bloqués dans leur truc. C'est pas possible. C'est cette variation, c'est de savoir pourquoi ils ont adapté, pourquoi ils ont enlevé tel. Vous en avez parlé à un moment, c'est par exemple l'histoire de la langue est importante et l'histoire de la référence. Bon, j'ai mis parce que moi, c'est plus des notes, c'est plus pour l'histoire sociale. Hein. Moi, c'est pas, je ne suis pas dans les histoires du rituel lui-même. C'est plus, comme ça, c'est l'article. Alors ça, c'est le bouquin, bon, ça, je l'avais donné. Sur les fontaines des génies de Andrews. C'est la première étude qui date de 1903. C'est la première étude sur sur l'analyse des Diwan à Alger, et elle m'a semblé, et je pense que Salim va faire le boulot, c'est lui qui travaille là-dessus, c'est de vraiment comparer entre l'observation de la fin de vie, puisqu'il a commencé à travailler à partir de, je pense, 1898, il avait commencé à travailler sur le Diwan algérois, il a publié ça au début du XXe siècle. Je pense que ce serait intéressant aussi de voir qu'est-ce qui a changé dans cette. Alors, revenons à nos photos, nos images. Alors, ici, vous avez le même type de représentation du musicien. Ça, c'est Biskra. Donc, on a beaucoup moi, simplement, en termes de. J'ai identifié. Bon, je vais pas pour vous embêter, sinon on pourrait passer la journée là-dessus. J'ai identifié au moins, à ce que j'ai pu, moi, avoir au moins à peu près 200 documents de musiciens noirs, comme ça, de ce type-là, de tout type, hein. Que ce soit sous forme de gravure, de tableau, ou bien sous forme de. Il y a à peu près. Et donc c'est énorme comme par rapport comme matière, par rapport, par exemple, aux musiciens, parce que moi je cherche par exemple des musiciens particuliers d'un type, j'arrive pas à trouver d'iconographie de certains types de musiciens, alors que ce type de musicien, on en a. Alors, ce qui est assez amusant, c'est de voir comment, par exemple, l'ONB, vous connaissez le fameux. Donc l'ONB avait repris une de ces représentations comme une sorte sur leur pochette, comme d'ailleurs, bon, l'ONB, c'est. Mais en fait,
c'est l'expression du musicien ambulant. Pas du diwan. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment la musique. Parce que et donc, si vous voulez, comment le stéréotype va devenir une sorte de. va être repris en compte, mais comme étant représentant disons l'origine, la musique d'origine. Donc vous voyez comment on peut faire comment des contresens vont être productifs. Bon, parce que c'est un contresens, mais qui va permettre à l'OMP de faire. Alors, sur la représentation, donc c'est assez intéressant de voir que souvent c'est des gens âgés. Les musiciens qui sont âgés, donc c'est quasiment des mendiants, puisque en fait c'est des gens qui vont mendier, qui vont faire de la musique comme ça, et qui vont utiliser des différents types d'instruments. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas les mêmes instruments. Notamment, vous voyez par exemple sur cette image, c'est que vous avez l'utilisation donc d'une sorte de rebab avec un archer. Or ça, si vous voulez, c'est une sorte de mélange entre l'instrument musique noire, c'est-à-dire avec l'utilisation d'instruments qui sont musique morte. Ça, c'est aussi une des fabrications. Là, vous voyez mieux le même type avec l'archer et qui ressemble à oui, mais qui va utiliser mais dans les musiques dites ambulantes, ce qu'on appelle les musiciens ambulants, Camballé, etc. Ça, c'est une photo d'une danseuse musicienne noire. Elle est authentique, celle-là, parce que c'est des photos de Napoléon, de Bonaparte, celles qui sont au cabinet des stands. C'est des portraits, beaucoup de portraits d'ailleurs. Cette série, il y en a à peu près 5. Elle est importante parce que c'est à la fin du 19e siècle. Ce sont des portraits de personnages à Alger. Mais il y a entre autres des portraits de grands musiciens que nous savons être, comme Mousino, etc., dont on a fait les portraits. Dont Bonaparte. Donc il se trouve, ça c'est une praticienne d'Alger, noire d'Alger, moi j'ai pris. Alors même type alors à la fois il y a l'instrumentation, mais il y a aussi, et c'est assez intéressant parce que cette représentation, on la retrouve dans la description, au XVIIIe siècle, la description des musiciens ambulants noirs. Donc, quand on lit les différents voyageurs qui décrivent, notamment Alger, les environs d'Alger, ils décrivent ce type de. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas propre à l'époque coloniale, c'est qu'on la trouve. Alors voilà le musicien, et ça c'est à mon sens, une des représentations les moins stéréotypées parce que elle date de 1930, et là vous avez véritablement un musicien noir avec le gourmet, le local, et vous allez avoir, ça c'est peut-être une des, c'est à partir quand on voit le corpus des iconographies, c'est à partir d'ailleurs de cette période, 1930-1940, que toute l'iconographie que nous avons retrouvée va être une iconographie, disons, un peu moins stéréotypée. Elle va être beaucoup plus variée, plus diversifiée. Bien. Alors, je voulais... je voulais m'interroger sur le fait, est-ce que le fait qu'il y ait une manière de stéréotypie dans la représentation, est-ce que cette stéréotypie existait dans les descriptions, même si on n'a pas de photos, même si on n'a pas d'image, est-ce qu'on a décrit ces musiciens? Bon, d'une manière générale. Alors, ce qui est frappant, dans la partie en arabe, à ma connaissance, bon, je ne suis pas un grand lecteur, mais j'ai quasiment rien trouvé. Il y a
il n'y a quasiment pas de description chez les voyageurs arabes, quels qu'ils soient, ou les chroniqueurs, il n'y a quasiment aucune, bon, Salim qui est plus proche des sources en arabe, je n'en ai quasiment pas trouvé. C'est-à-dire on ne parle comme si ça n'existait pas. Donc on décrit les univers des villes, des pratiques, plus ou moins, puis encore, enfin je veux dire d'une manière générale, des chroniqueurs, je vais être même un peu méchant, tout ce qui est culture populaire ou culture truc n'existe pas. À part les théologiens, par les savants, l'aspect économique, etc. Mais très peu de choses me sont dites des pratiques. Mais en tout cas, alors, pour ce qui est des Noirs, c'est encore, je veux dire, encore. Donc c'est déjà, ça pose problème pour pouvoir se représenter un peu, est-ce que durant des siècles, parce qu'on ne parle plus ni de l'époque ottomane, ni quoi que ce soit, bien avant, est-ce qu'ils existaient? On peut se poser des questions. Je suis plus intéressé par ça, hein, c'est de savoir jusqu'où on peut remonter, est-ce qu'on va trouver des traces, descriptions, est-ce que les pratiques existaient, etc. Pour aller à l'encontre, alors là, moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur un certain nombre de l'historicité de la traite négrière, sur l'émergence, parce que c'est bien beau de dire, là on a des faits historiques, Habib Bukhari, ce qu'on appelle Habib Bukhari, c'est-à-dire ces troupes qui avaient été ramenées par le roi du Maroc et qui se sont installées un peu partout, qui ont été ensuite libérées. Bon, ça on connaît l'histoire, plus ou moins ça on sait, on peut établir. Les Marocains ont beaucoup travaillé sur les origines un peu des populations noires depuis on va dire depuis le XVIe siècle. Donc ça, on sait à peu près qui est venu, où ils se sont installés, d'ailleurs sur le Bénaoui, etc. Donc l'ouvrage d'ailleurs de Schleyer sur l'univers du Bénaoui. Bon, il y a les études de Miège, etc. montrent un peu les Bénaoui de Meknès, ou Saouira, etc. D'où ils sont venus, d'où ils sont après. On a à peu près des données historiques. Sur l'Algérie, on en a très peu. Bon, je parle sous ça, parce que c'est lui qui travaille là-dessus. Et on en a très peu. Alors, j'ai quand même, j'ai cherché un peu, j'ai trouvé je me permets de vous le lire parce que c'est quand même, c'est une personne qui a fait une étude à propos d'un journal d'Alger du père Jiménez, 1718-1720, sur Alger, une cité turque au temps de l'esclavage à travers le journal d'un. Et en fait, je le cite parce que ça fait un peu le côté actualité, parce que c'est un ouvrage, c'est une thèse qui a été faite par Leila Qadi Montebourg, la mère de Arnaud Montebourg. C'était qui a fait cette recherche. Donc moi c'est un peu plus par que je me suis dit, tiens, elle a fait cette étude. Elle a traduit en fait un journal d'un espagnol, 1718-1719, et alors je vous lis les extraits sur les musiciens noirs à ce moment-là. Donc vous voyez, on est au début du XVIIIe siècle. Alors, donc, Leila Qadi cite donc ce journal d'Alger, donc 1718. Il y eut une danse, donc c'est lui qui raconte, il voit Alger, il y eut une danse de noirs et de noirs, il y a de noirs hommes et femmes. Les noirs produisaient le son avec les tambours et une petite timbale, et d'autres avec des castagnettes très grandes, et les noirs très élégantes dansaient en faisant 1000 mines à chaque turc et à chaque mort, et il leur donne de l'argent. Cela pour célébrer la naissance de Mahomet. Donc c'est le Mouloud. Diallo de Arkheb, année de 1719, le 3 février. Le père revient encore sur les noirs musiciens, 28 août 1718, réjouissance des fêtes, puis des danses de noirs et de noirs allaient par la ville avec un tambour et des castagnettes très grandes, les unes en fer, et alors ça m'a et les autres en bois. Alors ça, c'est quand même une donnée. Et à Bab-el-Oued, il y a des balançoires pour s'amuser. Donc, ça veut dire que selon, alors ça, on ne le sait pas, très peu de gens le savent, qu'en fait, on a un crottat en fer, mais je ne savais pas qu'il y avait des crottats en bois. Donc, au XVIIIe siècle, puisqu'ils n'en parlent, peut-être ça devait exister. Donc voilà
pour leur donner un peu de vie, pour l'aspect instrument. Donc, grâce à ce témoignage, on peut donc considérer qu'il y avait donc une autre variété de contacts qui était en cours, ce qui est quand même assez. Alors, bon, donc ça c'est il dit ainsi est-il seulement possible de dire que ces Noirs animaient les rues pendant les fêtes et qu'ils apportaient des instruments, des musiques et des danses étrangères, voire étranges. Cette migration périodique ne s'est pas arrêtée avec la conquête en 1830, car à l'époque coloniale française, dans les années 50, on pouvait encore voir ces Noirs musiciens et danseurs venus du Sud parcourir avec ces mêmes instruments les rues d'Europe. Bon, là, c'est Leila Oukhani qui parle de Ces souvenirs. De ces souvenirs d'Oranès, puisque parle. Alors, donc, on voit très bien que ces pratiques, les pratiques de Noirs, telles qu'elles sont décrites, donc ça, j'ai pris le témoignage le plus ancien qu'on peut avoir, parce qu'après, on en a d'autres. Le plus ancien montre très bien que ce sont plus des musiques de procession et des musiques de circonstances, donc notamment mais que nous n'avons quasiment pas de description du diwan lui-même, c'est-à-dire de l'aspect confrérique. Mais si l'on se réfère à d'autres pratiques qui ont été décrites, ce ne sont pas des pratiques confrériques. Ce ne sont pas des pratiques, ce sont des pratiques, on va dire, de sociabilité. Et on sait qu'il y avait des sortes de corporations de musiciens, d'instrumentateurs, qui, on les appelait en fait, et dans la tradition, c'était eux qui passaient dans Alger. Ça, c'est Rouhani qui m'en parle. Delba. Nous avons Delba parce que. Ils disent Delba. Mais là, ils disent Alger. Et donc, en fait, ils passaient dans la ville au moment du Sahar et ils faisaient donc. Ce qu'on appelle en Égypte le Saharouti. Oui, Saharouti en Égypte. Et donc, c'était des Noirs. Donc, c'est une pratique qui a existé, semble-t-il, jusqu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire ensuite, ils ont disparu. Donc, mais il y avait toujours dans cette donc il y avait cette fonction, il y avait donc une fonction. Alors semble-t-il, puisque j'ai trouvé une corporation de musiciens qui n'est pas noire à l'origine, mais qui date du 1830, dont on parle douté, c'est Haj Mbarak Ben Youssef, 1831, donc qui va créer à Guelma, qui va créer à l'Est une corporation de musiciens qui va être lié à Serma Boussenna, à un saint, Serma Boussenna, et qui va être très importante, mais qui va être importante plutôt à l'Est. Et Douté donne c'est une confrérie qui va être très importante, parce qu'elle va compter un millier de compagnons, des Qadden, 17 Qadden, qui va exister à Alger, à Constantine, à Bonn, à Guelma, à Biskra, à Abbas, à Bougie, et qui est une corporation de musiciens. Donc ce sont des professionnels, et une partie d'entre eux sont noirs. Et en fait, c'est une corporation de musiciens qui va s'adonner dans la pratique, mais liée au sein. Et à travers un certain nombre de témoignages, une bonne partie des pratiquants sont des musiciens noirs qui vont se produire, donc ils vont lire du Coran, qui vont se former, parce que ce Haj Mbarak va former, donc ce sont des élèves musiciens, c'est des gens qui vont apprendre. Bon, pour l'histoire sociale, ce qui m'intéresse moi de la musique et tout, c'est quand même une des rares corporations qui va se maintenir. Alors jusqu'à quand, je n'ai pas de date, mais en tout cas, elle existe, à l'époque où Douté en parle, elle existait encore cette corporation. Okay, voilà quelques remarques. Bon,
dit, moi, j'avais peut-être pas beaucoup de choses à vous raconter sur ce sujet, mais c'était pour parler en particulier de la question de la représentation, qui, à mon sens, parce que moi je travaille sur des sites, avec des étudiants sur des sites, sur la question de la mémoire et tout. Et c'est pour ça l'historicité de ces pratiques, parce que je vais sur les sites de musique en particulier, et je vois beaucoup de choses sur le numérique, etc. Et il y a beaucoup d'idioties qui se disent, et beaucoup de, excusez l'expression, beaucoup de conneries qu'on met pour des raisons d'ignorance, tout à fait. Et en particulier, quand on vous met des images, évidemment, le gars, il va ramener ce qu'il trouve sur place, il va le mettre, mais il ne connaît pas l'historicité de ces... Et donc, moi, je crois que c'est bien la mémoire, mais il faut qu'elle soit il faut l'accompagner d'une garantie au moins, même si effectivement on n'a pas d'autres images que celle-là. Celle-là aussi, il ne faut pas non plus inventer des... Mais je veux dire que mettre une image, mais on peut mettre une description qui elle est plus authentique, etc., permet de donner... moi je parle dans mon rayon à moi qui est plutôt celui de l'aspect mémoriel, et donc, et je sais, on en a parlé en off, moi j'ai vu les festivals de Gnaoui qui ont été faits, qui ont été organisés en Algérie, c'est une bonne chose. Moi j'ai participé au premier dans des débats et tout, et j'ai entendu de ces horreurs, les gens racontaient n'importe quoi. Je vous raconte, la première fois c'était l'histoire, oui, les castas, les anacapes, ça vient du fait que ce sont des chaînes qui portaient aux jambes, et alors, comme ils marchaient, ça faisait du bruit, des trucs, et d'où est venu le son des anacapes, et donc à partir de là, ils ont fait un délire absolument. Moi je dis, vous sortez tout ça. Et donc, il y a quand on ne sait pas, on fabule. Et je crois que le devoir des chercheurs, en particulier, c'est pour ça que ce genre de choses qui sont faites, il faut les mettre à la disposition du public. Au moins, les gens vont trouver des choses plus ou moins qui se tiennent, ou quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Voilà, par exemple, sur l'histoire, on ne sait pas exactement qui est arrivé à quelle époque. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Quand on arrive, on sait jusqu'où on peut, on a des... je pense qu'il y a aussi un travail de... Par exemple, sur les pratiques, les descriptions des pratiques, je pense en particulier à ça, et c'est pour ça que le d'Andrews, etc., moi je crois que c'est des choses qu'il faut mettre à la disposition du public. Il faut peut-être les rééditer, il faut que ça soit... pour que les gens voient réellement une description, pour que, y compris ceux qui veulent faire après, soit ils font parce qu'ils ont envie de faire quelque chose qui leur plaît, mais s'ils disent je veux faire dans la tradition, il faut qu'ils sachent ce qu'elle est. Moi je ne suis pas pour qu'on soit répéter à l'infini les mêmes choses, mais qu'on ne répète pas des pures inventions en disant que je suis en train de faire des choses dans la tradition. Il faut qu'on y ait... Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire. Merci.